Somnifère, le podcast. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette, nous enseigne Confucius. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 14 février, et pour cette Saint-Valentin, Somnifère vous emmène ce soir dans le Paris d'antan avec l'histoire de Mademoiselle Gosset. Une grande actrice en vue, courtisée par les hommes les plus riches et les plus puissants de la capitale, qui lui promettent argent, châteaux et diamants en échange de sa main. Or un jour, elle reçoit une lettre qui attire son attention. Un homme lui déclare longuement sa flamme, mais lui indique être fauché et n'avoir rien d'autre à lui offrir que la promesse de l'aimer toujours. La tiendra-t-il? C'est une nouvelle d'Alphonse Karr intitulée « Bourré et Gossin ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Dans son livre The Stone Diaries, qui a remporté le prix Pulitzer en 1995, Carol Shields nous raconte la vie de Daisy Goodwill Flett, de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est un livre où il ne se passe étrangement pas grand-chose, il n'y a pas de suspense, pas de trame sinon celle de sa vie, ordinaire et banale. Comme nous tous, elle connaîtra l'amour, elle désaimera, elle aura différents emplois, des opportunités manquées, elle connaîtra les difficultés, les déceptions, mais aussi l'amitié, les espoirs et les joies. Et puis comme nous tous, elle vieillit. En faisant la rétrospective de sa vie, elle se remémore ses souvenirs, elle parle de ses regrets. L'un d'entre eux, et qui la marque profondément, c'est qu'on ne lui a jamais dit « Je t'aime, Daisy ». Elle a entendu plusieurs fois la phrase « Je t'aime », mais jamais suivie de son prénom. Et c'est une des choses qui la marque le plus. La question qui interroge quand on referme le livre, c'est de savoir ce dont on se souviendra, nous, à la fin de nos vies. Qu'est-ce qui aura réellement compté? Quels souvenirs on se repassera? Quels seront nos regrets? C'est un livre qui nous invite à prendre du recul sur nos vies et qui vient nous rappeler que c'est avant tout le voyage qui compte, le chemin, les détours, les rencontres, la manière dont on a composé avec ce qui s'est présenté à nous, bien plus que les événements eux-mêmes. Et qui vient nous rappeler également que ce qui prend toute notre énergie la plupart du temps n'aura au final aucune importance et que ce seront sûrement les petites choses que l'on ne soupçonne pas qui auront réellement laissé une trace. La référence du livre est en description de cet épisode pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés. Je vous invite à ne pas vous y rendre tout de suite, à laisser votre téléphone de côté et à rester allongé tranquillement. On va refermer ce mardi ensemble avec une séance de relaxation pour faire le calme et apaiser nos émotions. Assurez-vous de choisir une position qui vous est confortable. Mettez tout ce qui vous préoccupe de côté. Et une fois que vous êtes bien installé, on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez, en gonflant la poitrine un maximum, puis on ouvre la bouche et on laisse s'échapper les tensions à l'expire. On va prendre une seconde inspiration, en gonflant le ventre comme un ballon, et on expire toutes les tensions. Pendant la prochaine minute, on ne va rien faire d'autre que d'observer notre position sur le matelas. Tranquillement, sans attente particulière. Observez votre respiration s'adoucir progressivement. Observez les mouvements de votre poitrine et de votre ventre, à l'inspire et à l'expire.
qui montent et qui descendent. À chaque expire, votre corps s'enfonce encore un peu plus dans le matelas. Laissez-vous simplement aller et basculer lentement vers la détente. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de détente les envelopper. Et remontez lentement au niveau de vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de douceur s'installer un peu plus longtemps dans la région de vos épaules. Avant de rejoindre votre nuque tranquillement. Puis votre tête et votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Ne faites rien d'autre à présent que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Et notez comme c'est plaisant, comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Au temps où il y avait des gentilshommes et des filles d'opéra, un comte, peut-être même un marquis, peu importe, s'avisa dans un moment d'abandon de signer à une danseuse un papier ainsi conçu. Je promets de payer à mademoiselle 100 louis par mois, aussi longtemps qu'elle m'aimera. Quelque temps après, cette liaison finit, comme toutes celles du même genre,
sans que ni l'un ni l'autre ne sût précisément quand, pourquoi, ni comment. Le marquis eut d'autres maîtresses, la danseuse d'autres amants. 20 ans plus tard, la danseuse ne dansait plus. Un monstrueux embonpoint l'avait poignée du théâtre et avait éloigné d'elle ses adorateurs. La Sylphide, d'autrefois si brillante, que de riches cavaliers suivaient, s'efforçant d'attirer un regard, un sourire, était désormais seule, presque pauvre, et allait le matin à l'église et le soir chez quelques amis faire une partie de whist. Le marquis de son côté était marié et père de famille. C'était un homme calme, rangé, et ne se rappelant ses plaisirs de jeunesse que pour les blâmer dans les autres. Or il advint un soir que la danseuse n'alla pas faire sa partie de whist, et qu'elle resta seule dans son modeste logement. D'abord, elle s'ennuya. Quand le moment présent n'apporte ni plaisir ni chagrin qui puissent alimenter le cœur et l'esprit, on se rejette naturellement sur le passé ou sur l'avenir. La danseuse évoqua le passé, se rappela sa beauté et ses diamants, ses voitures, ses chevaux, ses amants, ses parures, et machinalement ouvrit un tiroir où elle avait serré quelques portraits et quelques lettres. Elle regarda et lut non sans quelques larmes de regret. Tout à coup, il lui tomba sous la main l'engagement signé par le marquis, lequel 5 ou 6 jours après, comme il déjeunait avec son fils, vit entrer un domestique qui lui remit un papier plié en 4. Le papier contenait ce qui suit. Copie annexée à la présente sommation. Je promets de payer à mademoiselle 100 louis par mois, aussi longtemps qu'elle m'aimera. La dite demoiselle, par le ministère de Maître Durand, procureur au Châtelet de Paris, fait signifier à monsieur qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer, qu'elle l'aime toujours et l'aimera toute sa vie. En conséquence de quoi, faisons commandement à monsieur d'avoir à payer à la dite demoiselle la somme de 604 000 francs, formant les arrérages et les intérêts pendant 20 ans de la pension consentie par le dit monsieur à la dite demoiselle sans préjudice de l'avenir. En foi de quoi, et pour qu'il n'en ignore, lui avons laissé la présente copie, etc., etc. Le marquis fut un peu étourdi, puis fit parler à la demoiselle, lui faisant observer que cette pièce n'aurait probablement pas de valeur en justice, qu'elle ne produirait qu'un scandale inutile pour elle et fâcheux pour une famille honorable. Elle tint bon et annonça qu'elle plaiderait. Par suite de quoi le marquis fut amené à une transaction assez onéreuse, mais qu'il préféra au ridicule d'un semblable procès. Car alors on commençait à soupçonner qu'un marquis pouvait quelquefois être ridicule. Cette anecdote nous en remet en la mémoire une autre quelque plus ancienne et qui ne manque pas d'intérêt. Il y a fort longtemps arriva à Paris de je ne sais quelle province un jeune homme dont tout l'avoir consistait en un habit à peu près convenable, 20 ans, 20 écus et une lettre de recommandation. Au bout de 8 jours, il avait perdu sa lettre de recommandation, dépensé ses 20 écus, l'habit s'usait au coude, il ne lui restait plus pour présent et pour avenir que ses 20 ans, ce qui ne rapporte guère qu'un grand appétit et des désirs d'autant plus grands qu'on ne peut les satisfaire. Ils étaient bien loin les rêves dorés qui l'avaient amené à Paris. Le pauvre garçon, à entendre parler du luxe, des parures, des fracas de la ville, avait imaginé qu'il suffisait d'être dans les murs de Paris pour avoir un hôtel, des laquais et des chevaux. Il fut fort étonné le premier jour qu'il fut obligé de se coucher sans souper, lui qui s'attendait, comme on dit, à voir les alouettes toutes rôties et les perdrix tout accommodées au chou. Cependant, comme c'était un jeune homme de cœur et de résolution, il ne voulut pas se laisser mourir de faim ni de chagrin. Il déterra un sien parent, bourgeois de la ville, et lui demanda assistance. Le bourgeois n'eut rien de plus pressé que de placer son neveu,
qui devint secrétaire du secrétaire de Monseigneur. Là, il avait un bon lit, une bonne table et des habits convenables. Mais il était ambitieux, et tout ce qu'il voyait le dévorait de désir. La nuit, retiré dans sa chambre, il attendait quelquefois longtemps le sommeil en songeant aux chevaux, aux laquais, aux habits de Monseigneur, au respect dont il était environné, et plus que tout cela, aux femmes qui embellissaient ses soupers. « Ah, je ferai fortune, se disait-il. Je serai riche aussi, et j'achèterai des laquais, des respects, des chevaux et de l'amour. » Puis il s'endormait, et ses rêves le berçaient des plus riantes illusions, jusqu'au moment où on le réveillait pour qu'il prît les ordres du secrétaire de Monseigneur. Alors il fallait dire adieu à ses beaux songes, avec l'espoir de les retrouver le soir. Un jour, le comte chargea son secrétaire d'une lettre pour mademoiselle Gossin, l'actrice la plus séduisante et la plus à la mode qui fût alors. Le secrétaire en chargea Bourré. Celui-ci eut la fantaisie de voir ce qu'on pouvait écrire à mademoiselle Gossin. Il ouvrit la lettre et n'y trouva que du papier pour une valeur de 15 000 francs. D'abord, il fut fâché que cette femme si belle, qu'il avait vue une fois au théâtre et dont il avait gardé un profond souvenir, vendît ainsi son amour. Il pensa que lui, avec son cœur, jeune et altéré de bonheur, avait à donner des trésors qui valaient plus de 15 000 francs. Puis il arriva à trouver le comte bien heureux d'avoir 15 000 francs et à se dire « Quand aurai-je 15 000 francs ?» Il porta la lettre et vit la belle Gossin. Il la quitta amoureux comme un fou, jaloux comme un tigre, du bonheur qu'achetait son maître. Pendant les jours qui suivirent, il croyait toujours entendre sa voix et il tressaillait. Il croyait la voir et ses yeux lançaient des éclairs. Puis il finissait par son refrain ordinaire. « Ah, je ferai fortune. » Une nuit qu'il ne dormait pas, il lui vint en l'esprit une idée bizarre et hardie. Il se leva, alluma une bougie et se hâta de la mettre à exécution avant que les obstacles se présentassent à ses yeux assez clairement pour l'en détourner. Il l'écrivit à mademoiselle Gossin. « Mademoiselle, lui disait-il, que votre vue, le son de votre voix m'ait troublé la raison au point que je n'ai plus ni appétit ni sommeil, et que je sois devenu incapable de m'occuper d'une pensée qui n'est pas rapport à vous. C'est un effet que vous devez produire sur tout le monde et auquel vous êtes accoutumé. Mais ce qui vous étonnera davantage, c'est l'audace que j'ai de vous offrir mon cœur en la situation misérable et précaire où je me trouve. Je sais que les grands seigneurs sont à peine assez riches pour oser mettre un prix à votre possession. Je sais que celui-là s'estimerait heureux qui obtiendrait de vous la permission de remplir vos deux mains de pierreries au point qu'on ne vit plus le pâle incarnat de vos jolis doigts. Moi, mademoiselle, la plus forte somme que j'ai jamais vue en ma possession est une somme de 20 écus, et il y a 1 an qu'elle est dépensée. Aujourd'hui, en réunissant tout ce que je possède et ce que j'attends de ma famille, je ne trouve qu'un feutre en assez raisonnable état et une paire de bottes beaucoup moins bonnes. De plus, l'espérance d'être chassé de chez monsieur le comte, s'il s'aperçoit que le secrétaire de son secrétaire s'avise de marcher sur ses brisées. À côté de ma pauvreté, je ne puis mettre que mon amour. Ils sont aussi grands l'un que l'autre. La seule différence que j'y mette est que j'espère n'être pas toujours pauvre et que je crains d'être toujours amoureux. Je suis trop épris pour pouvoir peindre ce que je sens. Je ne puis que vous dire que je me croirais trop heureux de donner toute ma vie pour 1 heure de votre amour.
et que j'ai plus d'une fois demandé au ciel le secret de faire avec mon sang de l'or ou des diamants. Néanmoins, j'ai bon courage et confiance dans l'avenir. Je me sens du cœur et de l'énergie, et qui plus est, je sens d'immenses désirs et d'immenses besoins. Je ferai fortune, je serai riche un jour, mais qui sait quel jour? J'ai pensé d'abord que je n'avais qu'à attendre, que mon amour pour vous serait un nouveau mobile à mon ambition, et que je reviendrai plus tard à vos pieds, riche et puissant. Mais cette longue attente me tuerait. Voici donc, mademoiselle, ce que j'ai imaginé. Au nom du ciel, ne me refusez pas, ce serait me porter au désespoir. Je vous offre mon amour et ce que je possède, car je le répète, je ferai fortune. Je vous offre l'amour comptant, la fortune à terme, de la manière que voici. Je signerai un papier blanc, je corroborerai cette signature de toutes les formalités possibles, et je le déposerai à vos pieds. Quand j'aurai fait fortune, vous remplirez le blanc de la manière qu'il vous plaira, et j'aurai le bonheur de reconnaître dignement ce qui me semble plus précieux que tout l'argent de monsieur le comte et que la couronne du roi de France. Mademoiselle Gaussin fut surprise, puis s'intéressa à l'auteur de cette lettre. Il y avait là de l'amour, de l'originalité et une confiance dans l'avenir qui prouvait une puissance de volonté et une énergie capable de réussir. Puis se dit-elle, je puis bien donner une fois par charité ce que d'autres payent si cher. Si ce n'est pas une bonne affaire, ce sera une bonne œuvre, et elle me sera comptée dans le ciel. De sorte que Bourré fut accueilli favorablement. Mademoiselle Gaussin n'eut pas à s'en repentir. Elle trouva en lui un jeune homme bon, spirituel, et ce qui vaut mieux peut-être que cela, extrêmement amoureux. Cette liaison dura quelque temps, puis Bourré fut chassé par monsieur le comte et obtint une petite place dans la maltote. Mademoiselle Gaussin recommença à s'occuper de ses affaires. Ils ne se virent plus qu'à des intervalles éloignés, et enfin ils se perdirent de vue. Il s'écoula une douzaine d'années. Bourré avait fait fortune. Tout allait au gré de ses désirs. Ses vœux étaient satisfaits du code de la fortune, une nouvelle carrière s'ouvrit à son ambition, il demanda et obtint la main d'une cousine de madame de Pompadour. Comme il se laissait ainsi bercer par le bonheur, il lui revint aux oreilles que mademoiselle Gaussin avait dit quelque part. Bourré est riche aujourd'hui, il est juste qu'il paye ses dettes. J'ai de lui une signature en blanc et en bonne forme, je vais la remplir et lui envoyer son billet. Bourré ne fut pas sans inquiétude. Ce qu'on avait dit à mademoiselle Gaussin était vrai. L'honneur de sa future épouse était tel que la divulgation de cette affaire eût nécessairement fait manquer le mariage. Il chargea un ami commun à lui et à mademoiselle Gaussin de la prier de mettre un prix à l'annulation d'un écrit sans force et sans autorité, offrant de reconnaître cette complaisance par un riche cadeau. Il ajouta qu'il savait que mademoiselle Gaussin avait perdu une partie de sa fortune, que dans son intérêt propre, il valait mieux qu'elle s'arrangeât à l'amiable avec lui, qu'il était disposé à faire les choses raisonnablement et même généreusement. Mais il craignait que mademoiselle Gaussin ne cédât à l'influence d'amis imprudents et ne se livrât à quelque folie. Mademoiselle Gaussin fit répondre que le marché avait été fait de bonne foi, qu'elle n'avait pas mis de restrictions dans ce qu'elle avait donné, que Bourré n'avait pas prétendu en mettre dans le prix qu'il en avait offert sans qu'on le lui demandât, qu'il n'y avait pas de surprise, qu'on ne demandait que l'accomplissement d'une promesse
et qu'on userait de son droit comptant sur la probité de Bourré. Il revint plusieurs fois à la charge, l'actrice fut inexorable. À la dernière fois même, elle répondit qu'il n'y avait plus rien à faire, que le billet était rempli et qu'elle ne tarderait pas à le faire présenter. En effet, quelques jours après, au milieu d'une fête que donnait Bourré à son pavillon de Croix-Fontaine, où il avait réuni tout ce que le luxe et l'élégance peuvent offrir de plus séduisant, un homme se présenta qui demanda à lui parler en particulier. Et quand ils furent seuls, cet homme lui annonça qu'il venait de la part de mademoiselle Gaussin pour lui présenter un effet signé de lui. Bourré pâlit, car il s'agissait pour lui peut-être ou de manquer un mariage auquel il tenait beaucoup, ou de sacrifier une partie de sa fortune. Après quelque hésitation, il ouvrit le billet et lut. « Je promets d'aimer Gaussin toute ma vie. Signé Bourré. » Il n'est pas besoin de dire que Bourré chercha à reconnaître un tel désintéressement par de riches présents et par une constante amitié. Bonne nuit. Bonne nuit.